Bonjour, bonjour à tous. C'est vendredi et c'est la dernière édition de la semaine de la revue des grandes unes. Déjà, nos invités sur ce plateau vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. Mais avant, nous allons faire un tour dans les kiosques. Qu'est-ce que la presse nous propose ce matin? La Nouvelle Expression parle du Sénat. Nyat à une marche seulement du perchoir. C'est le grand titre du journal. Dont le président en exercice a été donc reconduit à son poste de sénateur ce jour. Donc, dans le décret présidentiel, on prend les mêmes et on recommence avec notamment un saupoudrage donc qui n'apporte en réalité aucun changement selon le journal donc Sénat monocolore et monocorde donc avec tout cela ces éléments donc on peut comprendre de quoi il est véritablement question. Oublié, lésé et même frustré dans le même panier. Donc on parle également de ce casse-tête de Djongan à découvrir dans le même journal ce matin. Mensonge de Jeune Afrique avec la liste des sénateurs de 2013 donc en 2018, c'est dans le numéro de ce matin. Le journal parle également du ministère de la Justice avec le sort de présumés imposteurs attendu. Après 15 mois de procédure, le tribunal a donc mis l'affaire en délibéré le 25 mai. Ils sont donc 8 accusés de détournement de près de 572 millions de francs CFA au bénéfice donc des marchés fictifs. C'est en page 2 du journal La Nouvelle Expression, disponible dans les kiosques ce matin. Un autre journal disponible, c'est Info Matin, qui s'intéresse bien sûr au Sénat. Le scandale qui chasse Joseph Roland Mata. Pardon. Alors, les bijoux de famille de l'ancien sénateur de l'Est Cameroun furent exposés en 2017 donc sur les réseaux sociaux à Chiliachou et bien sûr Baba Amadou, également remercier Paul Biya, récompense bien entendu à nouveau les partis alliés, y compris notamment l'UPC qui fait donc son entrée parmi les 30 nommés. C'est ce qu'on dit également dans le journal Info Matin de ce matin qui parle également du développement des compétences avec 27 milliards de francs CFA pour le secteur éducatif. C'est à lire en page 3 du journal Info Matin. Et puis un autre journal qui est disponible dans les kiosques, c'est L'Œil du Sahel qui s'intéresse justement au sénatorial 2018 avec dans la Namawa précisément l'ODIL, RDPC, UNDP dévoilé justement à travers la nomination d'un nouveau sénateur aussi dans le numéro de ce matin. Donc on peut lire tout ça et on parle également de politique avec la crise au MRC à l'extrême nord et ce sont des éléments à découvrir dans le journal. Protocole dans le cadre bien sûr de 50 kg de tramol saisi dans cette localité par la douane. C'est en page 2 de ce numéro. Voilà également détective qui est dans les kiosques parle du Globetrotter à Tangandi qui fait le tour de plusieurs régions du Cameroun à la recherche bien sûr de la paix. Il fait la semence, en tout cas ce que le journal nous propose. C'est une mission commandée justement qu'il est donc en train de mener. C'est ce qu'on découvre dans la plupart des tabloïds et depuis et qu'il est donc qu'il a engagé ce périple. Voilà donc sur ce plateau, nos invités sont là. Il y a Georges Semé, bonjour. Bonjour à vous M. Nogo, bonjour à tous ceux qui nous regardent encore une fois de plus ce matin et mes hommages à tous ceux qui n'arrêtent pas de nous envoyer les encouragements et les sympathies. Merci d'être avec nous. Alors, sur ce plateau également, il y a Camille, bonjour. Bonjour Flavien Vallon-Dongo, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision et spécialement un grand bonjour à tous les sénateurs que le président de la République a nommés hier soir, particulièrement Sa Majesté Madiba Soné, notre sénateur de Voré et l'autre sénateur de Voré, le secrétaire général de l'UNDP Pierre Flambon-Gaya. Je n'oublierai pas Madame Nicole Okala, sénateur du Mbam et Kim, que je n'avais pas vu. Oui. Ils sont nombreux, vous n'allez peut-être pas... Non, celle-là, je l'avais pas vu. Non, ils sont tous sénateurs. Vous n'allez pas cibler. Non, ça fera certainement les jaloux et je ne voudrais pas qu'on arrive à ce niveau-là. D'autres vont également réclamer les salutations. Donc on va laisser sur cette forme, leur dire merci, en tout cas peut-être à celui qui les a nommés. Alors, la presse également revient et propose d'ailleurs les listes de ces sénateurs-là, avec notamment la Nouvelle Expression qui parle de Nyat Ndifendi à une marche seulement du perchoir. Bien, je crois que la nomination de M. Nyat Ndifendi est un gros indicateur qui nous prouve que l'ancien président du Sénat sera certainement une fois de plus nommé comme président de la deuxième chambre de notre Parlement parce que certainement il fait des grands yeux à l'endroit de son co-caméral qui est le président de l'Assemblée nationale qui a déjà passé près de 30 ans à la chambre passe de ce Parlement et pourquoi pas lui ne ferait-il pas autant que lui. Donc je pense que c'était un gros indicateur que le président de la République a voulu lancer à l'endroit de la classe politique en nommant une fois de plus M. Nyat Ndifendi. Certainement, je pense que la semaine prochaine,
il sera encore une fois de plus plébiscité comme président du Sénat. Alors, le journal Le Messager fait savoir que c'est vers la reconduction d'Andoniat au poste de président du Sénat. En tout cas, il y a une très grosse fête à Bananté hier soir. Les gens ont fêté, festoyé, chanté, bu à satiété. Bon, c'est vrai, il y a beaucoup de mauvaises langues qui supputaient sans arrêt qu'il est possible que M. Niat ne soit même pas reconduit par Paul Biya comme sénateur nommé. Mais voilà le président Biya qui vient faire mentir tous ceux qui voyaient déjà Niat pousser à la sortie. Il n'est pas à la sortie, il est reconduit comme sénateur. Et comme vous le dites, et comme le dit les journaux, c'est certainement un gros indicateur qu'il sera toujours président du Sénat. Mais ce n'est qu'un indicateur, parce qu'il peut très bien revenir comme sénateur et voir une autre personne nommée à la tête du Sénat. À la tête du Sénat. Donc c'est un indicateur, certes, mais et surtout, va-t-il terminer le mandat du quinquennat? Ça, c'est les grosses questions. Mais toujours est-il que sa nomination, son retour sur la liste des sénateurs nommés démontre que Monsieur le Président de la République n'est pas encore disposé à se séparer de lui. Alors, donc, ils sont nombreux. Ils ont été nommés donc par le chef de l'État, 30 au total. Mais il y a le journal qui parle d'un sénateur UPC qu'on ne retrouve pas. Ben, personne, tout le monde est en train de scruter ces listes-là avec une loupe, mais personne ne retrouve, bon, peut-être qu'on en sera un peu plus long, mais ce ne sont que des langues qui l'affirment. Mais par contre, on sait que le deuxième sénateur de l'UNDP, par exemple, c'est M. Djafarou, membre du comité central de ce parti, qui a été nommé, et l'UNDP se retrouve avec non seulement 2 sénateurs, mais se retrouve comme la 3e force du Sénat, puisque le RDPC en a 60... enfin, on a parlé de 63 au départ, mais nommé, mais bien entendu, j'allais dire élu. La deuxième force, c'est le SDF, avec 7 sénateurs, et la 3e, c'est l'UNDP avec 2 membres. Les autres, c'est un sénateur. Voilà, donc c'est le tour en fait. On découvre tout cela dans la presse ce matin, avec notamment la nomination des 30 autres sénateurs par le chef de l'État. C'est dire qu'aujourd'hui, on attend désormais qu'il y ait la nomination du président du Sénat. Écoutez, il sera certainement élu, mais je crois que les consignes viennent tout droit du président national du RDPC, qui est M. Biya. Je parlais justement de l'élection du président du Sénat. Tout à l'heure, je faisais allusion au rapport qui est entre la Chambre basse, l'Assemblée nationale, et la Chambre haute, le Sénat, sur la longévité de leur président. M. Kavaye Djibril, je crois, a déjà dépassé les 30 ans au perchoir de l'Assemblée nationale. Et pourquoi monsieur le président du Sénat, qui n'a fait que 5 ans, n'entamerait pas un autre mandat? Mais je crois que, comme le disait le doyen tout à l'heure, l'indicateur significatif de sa nomination prouve que le RDPC ne veut pas changer de musique et que certainement M. Niadi Fini sera élu comme président du Sénat. Tout à l'heure, vous faisiez allusion d'un sénateur nommé UPC qu'on ne retrouvait pas. Je pense qu'il est encore un peu trop tôt de fouiller dans ces personnes qui ont été nommées, qui appartient à tel appareil ou alors qui appartient à tel autre, parce que vous savez que c'est un acte discrétionnaire des chefs de l'État et parfois il va puiser très loin, même parfois à contre-pied des formations politiques dont les membres sont nommés. Donc la presse va peut-être scruter liste par liste, nom par nom, ceux qui ont été nommés, et certainement les téléspectateurs sauront dans les prochains jours qui est qui dans ces personnes qui ont été nommées par les chefs de l'État. Alors, il y a ceux qui ont raté l'examen, on va le dire comme ça. Il y a bien entendu Info Matin qui revient sur le cas de Joseph Roland Mata, le sénateur de l'Est Cameroun, qui n'a pas été reconduit. Et donc, à la suite du scandale qui aujourd'hui on présente comme étant le scandale qui l'a chassé des affaires. Oui, mais il n'est pas le seul. Il y a aussi le fils il y a aussi le sénateur Baba Matou, qui n'a pas non plus été reconduit, mal, certainement à cause du fait que son fils, sur les réseaux sociaux, on avait vu les photos les vidéos de son fils en train de brasser des centaines de billets de 10 000 francs. Il y a aussi le cas du sénateur Mata aussi, que l'on avait vu nu. Bon, est-ce que cette opération avait été montée par des gens qui voulaient détruire son image et faire qu'on ne le nomme plus? Ça reste à savoir. Toujours est-il qu'il y a, comme vous le dites, certains qui ont été recalés. Il y en a d'autres aussi qui, contre toute attente, sont revenus, tels par exemple Chief Moukete, après sa sortie sur le fédéralisme
dans la Jeune Afrique et toute la polémique qui s'en est suivie. Il y en a beaucoup qui se disaient que cette fois-ci, le président de la République va tout simplement le regarder de travers. Malheureusement, il a remis en selle, et ce qui fait que il y a effectivement des sénateurs qu'on n'attendait plus, il y a des sénateurs qu'on n'attendait pas. Par exemple, Albert Mbida, voilà. Grand journaliste de la CRTV, enseignant en communication, on ne l'attendait pas, mais le voilà aujourd'hui qui se retrouve sénateur de sa région. Très bien. Alors, on peut faire le tour de quelques tabloïds ce matin et être parfum de l'actualité. Il y a également l'autre volet, le cas Jeune Afrique qui annonçait, qui présentait Nigel Fundi comme étant désormais sénateur et certainement le président du Sénat. Mais aujourd'hui, on observe que c'est carrément le contraire de ce qui a été dit. Et avec la sortie aussi du ministre du chef de cabinet. Moi, je pense que Jeune Afrique n'a fait que son travail parce qu'en dehors de Jeune Afrique, bien évidemment, la presse locale avait été en possession de certaines informations selon lesquelles il y avait des tractations entre le SDF et le RDPC pour que M. Fundi soit effectivement nommé sénateur et pourquoi pas bénéficier d'un certain poste important dans le bureau du Sénat. Mais malheureusement, Jeune Afrique, comme les autres médias locaux, se sont fait démentir par l'acte de nomination du chef de l'État, mais ça ne veut pas dire qu'on était complètement hors de la plaque. Certainement, les tractations n'ont pas abouti et on a malheureusement eu ce résultat où le SDF, aucun sénateur SDF n'a été nommé, ce qui fait que, bien évidemment, il n'aura pas il sera impossible pour ce parti de former un groupe parlementaire. 7 sénateurs, ça ne suffit pas pour former un groupe parlementaire, donc c'est l'une des raisons à tirer de de ces nominations, mais je pense que la presse a fait son travail. On avait quelques bribes de ce qu'il y avait des tractations entre le RDPC et le SDF pour que M. Fundi entre dans le Sénat, mais malheureusement, certainement, ces tractations n'ont pas abouti et c'est ce qui a conduit certainement à ce que le SDF aujourd'hui se retrouve seulement avec 7 sénateurs. Alors, vous aurez à faire le tour donc dans la presse ce matin. Vous voulez revenir sur le sujet? Oui, non, moi je voulais vous dire que ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est cette situation qui se trouve entre les délégations du SDF de n'avoir pas eu la moindre tractation ou la moindre proposition de la part du pouvoir, hein, et cet autre qui présentait John Fundi comme peut-être la personne qui serait éventuellement nommée par Paul Biya. Mais seulement, l'autre aussi, il y a la question des attentes. Parce que pendant que les gens étaient en train de spéculer et de supputer, il y a des gens aussi qui attendaient que le président Paul Biya nomme 3 sénateurs du SDF pour que le SDF se retrouve avec un groupe parlementaire. Vous ne me direz pas que si jamais le président Biya avait nommé 3 députés du SDF, ce parti n'aurait pas été content. Il aurait certainement été content de se retrouver avec un groupe parlementaire, mais il n'aurait pas craché dans la soupe en disant que pourquoi est-ce que Paul Biya a nommé 3 sénateurs. Donc c'est une situation assez ambiguë. Donc aujourd'hui, que le SDF se retrouve avec 7 sénateurs, c'est son score. Mais seulement, certainement que le SDF attendait que Paul Biya nomme 3 autres sénateurs pour pouvoir obtenir un groupe parlementaire. Et parmi ces sénateurs-là, pas John Fundi. Et c'est la même presse qui faisait savoir que le SDF n'attend pas les nominations. Le SDF profite ou alors gagne ses batailles à travers les urnes. Et c'est ce que le SDF a pu avoir, enfin, ce qui a conduit à avoir donc 7 sénateurs, comme on a vu. Donc les nominations ne font pas partie des rêves, en tout cas des rêves donc, de ce parti politique, selon bien sûr quelques acteurs. Doit-on conclure que le SDF n'espérait pas que Paul Biya nomme 3 sénateurs? Pas vraiment, de toute façon. En tout cas, on va lire ça dans les journaux. La Nouvelle Expression, Info Matin et bien d'autres tabloïds. Alors, le quotidien de l'économie, Georges Sémé, que vous avez parcouru, parle bien sûr de Paul Biya, qui n'a ramené qu'un don de 33 milliards de francs CFA, un peu plus de la Chine, contrairement à ce qu'on a présenté comme étant pratiquement des 400 milliards, et qui était donc, qui permettent aujourd'hui à ce pays de bénéficier de quelques avantages venant donc de la Chine. Bien, écoutez, moi je ne partage pas du tout cette une de nos confrères du quotidien de l'économie. À l'issue de la visite du président de la République en Chine, il y a effectivement eu au moins 5 contrats gagnants-gagnants qui ont été signés entre le Cameroun et la Chine. Il ne s'agit pas des dons. Peut-être nos confrères se sont un tout petit peu fourvoyés sur le sens politique. Je pense que le président de la République est venu avec des retombées concrètes qui concernent les secteurs infrastructurels et qui sont des aides directes de la Chine qui sont accordées au Cameroun. Il ne s'agit pas du tout des dons et moi je pense que peut-être à moins que nos confrères ne soient rentrés dans le secret
des contrats qui ont été signés entre le Cameroun et la Chine, cette information pour moi n'est pas une information correcte. Il y a eu des financements, des accords qui ont été signés entre les deux pays et ce sont des accords de financement direct. Il s'agit aucunement des dons dans le sens primaire du terme. Voilà, donc ça fait le tour. En tout cas, le journal dit avoir mené ses enquêtes au lendemain, bien sûr, de ce voyage qui a suscité qui suscite d'ailleurs beaucoup de remous aujourd'hui, comme quoi les réalités ne sont pas les mêmes. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de José, mais surtout que le titre même de ce journal, que le Cameroun n'a ramené qu'un don, c'est-à-dire que c'est une formulation assez réductrice pour dire que le Cameroun devait ramener ou voulait ramener quelque chose de plus. Non, moi je pense que comme l'a dit José, mais comme le savent beaucoup d'analystes politiques, le président Biya a fait un déplacement en Chine qui aurait peut-être pu être beaucoup plus positif si effectivement il avait été accompagné des opérateurs économiques camerounais. Bon, mais quant à savoir ce qu'il a ramené exactement, moi je pense qu'il faudra attendre un peu pour qu'on soit fixé sur le détail. Alors, c'est dans le quotidien de l'économie, le journal parle également des déficits de formation qui plombent bien sûr l'essor de l'artisanat au Cameroun. Ça, c'était une rencontre à Yaoundé, un autre sujet que je vous invite à lire. Également, ce matin, Détective s'intéresse à un sujet parlant notamment du Globetrotter qui fait le tour des régions. Il y a à Tangandi, c'est le chargé des missions qui est en mission commandée, en tout cas selon le journal. Bien, M. Tangandi, depuis qu'il a été nommé, se fait voir partout en ce qui concerne non seulement ses fonctions du secrétaire général du Conseil national secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité, mais également dans ses nouvelles fonctions de ministre de l'administration du territoire. Moi, je pense que c'est à mettre à son actif parce que vous savez que c'est un personnage qui a été très très impliqué dans la crise anglophone et actuellement il veut imposer sa marque. C'est pour ça donc qu'il effectue tous azimuts ses missions dans les régions concernées, mais également dans les autres régions qui ne sont pas impliquées directement avec la crise anglophone. D'un autre côté, il prend également des mesures régaliennes en ce qui concerne l'assainissement du secteur de la sécurité et l'administration territoriale dans notre pays. La dernière en date est celle de l'interdiction de la commercialisation des ventes d'armes qui s'est poursuivie par les inventaires des armureries et même la pose des scellés sur ces armureries. Et moi, je pense que ce sont des actes extrêmement positifs qui auraient même pu être pris bien avant dans ses fonctions de secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité. Mais malheureusement, la moutarde a tardé à prendre et c'est lorsqu'il a été nommé ministre de l'AT que finalement il prend ses mesures. On dit mieux vaut tard que jamais et il n'y a pas de risque zéro. Je pense que ces mesures qu'il prend et ce round-up de groupe qui fait contribuer à ce qu'on ramène la sérénité non seulement dans les régions anglophones mais également dans les régions où parfois les financements ou alors les idées jusqu'à ces régions anglophones, dont je parle de la région par exemple de l'ouest ou alors du littoral, qui est quand même une région centrale et qui a un impact majeur sur ce qui se déroule dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc son activisme est un activisme plaisant. Maintenant on attend les résultats parce qu'il va, contrairement à son discours qu'il avait avant, il va avec un discours d'apaisement. Il rencontre les chefs, il rencontre les autorités, il rencontre même les besquineurs avec un autre discours qui est en complet décalage avec son discours extrémiste qu'il avait à une certaine époque. Alors, je prends votre fin, il parle de la fin. En tout cas, on attend bien sûr ce que ça va produire parce qu'il est dans une mission de sémence. Oui, mais moi je pense qu'au-delà de cela, le titre de détective, je ne l'aime pas beaucoup, Paul Tangandi en mission commandée. Cela veut dire qu'il n'a aucune responsabilité dans ce qu'il est en train de faire. Moi je pense que tous les ministres de la dernière cuvée sont en mission commandée. Il y en a qui sont là pour la paix, il y en a qui sont là pour les stades, il y en a qui sont là pour les routes, il y en a qui sont là pour le redécollage économique, c'est-à-dire que tous sont en mission commandée. Si M. Paul Tangandi est beaucoup plus visible que les autres, c'est parce qu'il se retrouve dans un secteur, c'est que son ministère est au centre des plus grandes préoccupations, le ministère de l'Intérieur. Moi, je pense qu'il est d'abord en train de faire ce qu'on appelle le tour du propriétaire. Il est en train de faire le tour des régions pour voir ce qui se passe, parler avec les uns et les autres dans toutes les régions. Ça, c'est une chose absolument normale. Il le fait, alors que beaucoup d'autres ne le font. Il y a des ministres qui ont été ministres, mais qui pendant 3, 4, 5 ans n'ont jamais fait le tour des régions, sauf uniquement pour aller peut-être décerner des médailles en chocolat ou aller faire des discours sirupeux. Mais lui, M. Tangandi, ministre de l'Intérieur, dans un contexte où l'insécurité est là et où un certain nombre de problèmes sont présents, moi, je pense qu'il n'est pas en mission commandée. Il a pris la décision, il prend ses responsabilités.
responsabilités. Il est en train de faire ce qu'on attend de lui. Et moi, je ne pense pas qu'il reste cantonné dans le cadre du ministre qui ne sort que sur hautes instructions du chef de l'État. On a vu par exemple hier le chef d'état-major des armées qui est descendu dans la 5e région militaire pour aller rencontrer et le commandant de la 2e région militaire, le commandant de la 2e région de gendarmerie. Mais c'est bien l'une des rares fois où le patron des armées descend sur les terrains incandescents. Sa mission à lui, c'est de régulièrement faire le tour des régions militaires de gendarmerie pour prendre... On l'a écouté, il a dit que les dispositions sont prises pour que la... Oui, mais il descend rarement. On l'a à peine vu à l'extrême nord, là où ça chauffait. Il fallait qu'il soit Kolofata, il fallait qu'il soit là où ça chauffe. Mais seulement là, aujourd'hui, il est arrivé, il a rencontré les différents responsables dans un bureau, il aurait pu descendre sur le terrain, regarder, aller par exemple là où on enlève les populations, comment on appelle celui-là, Batibo, ça aurait été une très très bonne chose. Donc moi je dis, Paul Atangani fait ce qu'il doit faire. Ce qu'il doit faire, c'est aller faire le tour du propriétaire, faire le tour des régions, toucher les réalités du droit, mais non, afin de prendre les dispositions idoines. Très bien. Alors, c'est dans Détective de ce matin. Autre chose, le messager parle donc des athlètes camerounais. Les mobiles donc des fugues à répétition sont également contenus dans ce numéro. En page 12, on peut parcourir l'article et comprendre. C'est pas le premier cas. C'est pas le premier cas, effectivement. Et cette fois-ci, il s'agit des Jeux du Commonwealth où une forte délégation camerounaise s'est rendue, mais malheureusement, à la fin des Jeux, à leur retour, il manquait quelques athlètes à l'appel et le nombre indique que 8 se sont fait la belle, 8 athlètes se sont fait la belle et ne sont pas revenus au Cameroun. Ce n'est pas la première fois et nos confrères du Messager demandent quels sont les mobiles de ces fugues à répétition. Moi je pense que, à mon humble avis, il y a d'abord des raisons sportives et des raisons économiques, si vous voulez, des raisons financières. Les raisons sportives parce que sur place au Cameroun, ces athlètes n'ont pas toujours les infrastructures ou alors ne disposent pas des conditions adéquates pour émerger dans la discipline qu'ils effectuent. Et c'est ce qui les amène certainement à aller chercher un meilleur cadre sportif dans les pays où ils vont se terrer. Mais il y a également des raisons économiques. On sait très bien comment sont rémunérés ou alors sont pris en charge les sportifs dans les disciplines respectives. Ce n'est pas du tout la joie en ce qui concerne la rémunération et la prise en charge financière. C'est ce qui justifie encore certainement cette fugue vers un Eldorado financier, un Eldorado économique qui leur permettra non seulement d'émerger sportivement, mais également d'engranger des menus bénéfices parce qu'ils ont un talent qui n'est pas récompensé à sa commune mesure au Cameroun. Donc, on a vu qu'ils ont commencé à fuguer même avant la fin de la compétition. Tout à fait. Donc, ce sont ces deux raisons qui font qu'il y ait ces fugues à répétition. Je pense que les autorités devraient quand même donner à réfléchir à nos autorités sportives, à nos autorités politiques, parce que ce n'est pas la première fois et on n'a pas tiré la leçon des précédentes fugues et on en revient encore à ce que lorsqu'il y a une compétition internationale, il y a des fugues. Donc ça veut dire qu'il y a un problème au niveau managérial, au niveau politique, qu'il faut absolument recadrer. Très bien. Camille, on parle du sujet depuis le début de la semaine, depuis même la semaine dernière, mais cette fois encore dans le journal, le même journal, Le Messager, on parle d'Amnesty International qui parle de 235 personnes qui risquent la peine de mort au Cameroun. Oui, moi je pense que c'est un titre alarmiste, mais inutilement alarmiste. Le Cameroun a encore dans son dispositif judiciaire la peine de mort qui est prévue. Mais savez-vous que le Cameroun... Tout en rappelant qu'il se tient en ce moment, en tout cas, peut-être depuis cette semaine, à Abidjan. Je vais en arriver. Une grande conférence. Une grande conférence contre la peine de mort. Ça, c'est un vieux débat. Mais avant d'en arriver là, moi, je veux dire que la dernière exécution publique au Cameroun a été faite le 28 août 1987, ici à Douala, sur les personnes de Ndjom et Oumbe, deux jeunes garçons qui avaient massacré toute une famille. Ils l'avaient enterré dans la cour de leur maison. C'est 1987, ça veut dire il y a 31 ans. Donc ça veut dire que le Cameroun, même si ce dispositif reste là, il n'est pas appliqué. Mais il y a plein de personnes qui ont été condamnées à mort. Il y en a même d'autres qui avaient été condamnées à mort, mais dont la peine a été commuée avec 5 ans d'emprisonnement ferme et qui sont sortis de prison depuis. Exemple, Madame Dikoum, qui après l'assassinat de son époux avait été condamnée à mort, mais elle est sortie de prison 25 ans après. Ça veut dire que le Cameroun applique quand même avec souplesse cette disposition prévue, mais qui n'est pas systématiquement approuvée depuis très longtemps. Le débat qui est aujourd'hui sur la peine de mort, moi je pense qu'il perd de sa substance. Parce que si les gens avaient mis ce débat en selle dans les années 81, après l'affaire Anouchi, vous vous souvenez, ce garçon, la fameuse affaire du pull vert rouge, qui avait tué
qui avait été accusé d'avoir tué une petite fille, mais que par la suite, après son exécution, on estimait que non, ça avait été une erreur judiciaire. Les gens ont commencé à se poser des questions, non seulement sur l'exemplarité aussi de la peine de mort. C'est-à-dire, si vous tuez les assassins, est-ce que ça veut dire que c'est ça qui va faire baisser le crime? Aujourd'hui, où il y a des gens qui sortent de chez eux, qui arrivent, tuent des personnes, et ça, vous pensez que si on met la main sur un terroriste de Boko Haram, ou un terroriste sécessionniste, il faut le garder en prison en disant que non, il a des droits, et toute une famille qu'il a massacrée, il faut préserver sa vie. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, le débat sur la peine de mort devrait davantage être mené, mais en tenant compte du contexte actuel. Alors quand on présente, quand Amnesty International présente 127 personnes qui mériteraient 235 qui peuvent faire l'objet de la peine de mort, et moi je poserai la question de Amnesty International de savoir combien de personnes ont été exécutées au Cameroun depuis 1960 sur la base de la peine de mort qui existe. Donc moi je pense que c'est un débat alarmiste et inutile dans un contexte où le Cameroun lui-même est en insécurité, où nous avons des problèmes de morale, et où on commence à nous dire que non, ces personnes-là, si elles sont condamnées à mort, il ne faut pas les tuer parce que ces personnes-là, on va les tuer, alors que ces personnes ont tué. Très bien. Alors, c'est le rapport 2017, en tout cas, d'Amnesty International qui le revient. Le doyen a été très explicite sur le sujet. Moi, je pense que l'arsenal juridique camerounais est doté de... conserve encore la peine de mort depuis des lustres. Mais comme il a indiqué, la dernière exécution dans la peine de mort date de 31 ans. Donc, ça veut dire que c'est une peine qui existe, mais elle n'est pas appliquée. Contrairement à d'autres nations, je prendrai l'exemple des États-Unis. Est-ce que c'est pas cette forme qui revient sur le terrorisme, là, un peu sous la forme de ce cas de terrorisme qui fait le tour, en tout cas, qui a quand même secoué aussi la population à un moment où on parlait justement de ces cas qui revenaient et qui permettaient aujourd'hui de voir qu'il y a des gens qui peuvent être condamnés sous la forme de terroristes. C'est-à-dire, en fonction de la dernière loi sur le terrorisme, c'est justement. Je vais vous surprendre. Le facteur terroriste aurait même contribué à ce que la peine de mort soit appliquée. Mais malheureusement, le Cameroun n'a pas cédé à cette pesanteur de la loi antiterroriste et a continué à arrêter, à réprimer les terroristes, mais sans les exécuter. Alors que, logiquement, ils mériteraient que la peine de mort leur soit appliquée. Donc, la sortie d'Amnesty International est une sortie peut-être opportune, mais qui est un peu anachronique, en complet déphasage avec la réalité sur le terrain. La peine de mort n'a pas été appliquée depuis des années au Cameroun. Elle existe dans notre pays. Contrairement, je voulais dire tout à l'heure, à des États qui sont dits très démocratiques, je prends l'exemple des États-Unis, qui sont dits des États respectueux des droits de l'homme, respectueux de la démocratie, mais qui appliquent la peine de mort, la sentence, sans état d'âme. Voilà, sans état d'âme. Et je crois que Amnesty International a très mal fait, peut-être ils sont dans ce rôle, mais ils ont très mal fait de prendre cet exemple sur le Cameroun, alors qu'il y a des cas plus patents dans d'autres pays qui sont des pays qui appliquent. Il faudrait aussi qu'Amnesty International aille faire le décompte des gens qui sont aux États-Unis dans ce qu'on appelle le couloir de la mort, c'est-à-dire qui attendent d'être exécutés. À ce moment-là, je pense que son rapport serait plus complet. Et pas dans un petit comme le Cameroun, un petit pays comme le Cameroun, qui n'applique pas la peine de mort depuis 31 ans. Mais aux États-Unis, on applique tous les jours. Très bien. Alors, on va dire un mot avant de sortir sur Photocall, le du Sahel. C'est vrai qu'on laissera le soin au lecteur d'aller découvrir on parle de saisie de 50 kg de tramol dans cette partie du pays. C'est pas la première fois également. La douane continue toujours de saisir le tramol. C'est énorme, c'est énorme. Et surtout quand on connaît les dégâts que cause ce produit psychotrope sur la santé et sur la jeunesse qui elle-même, dès qu'elle en prend, vraiment elle devient complètement folle. Mais seulement, ce sont des saisies qui sont faites à la frontière en provenance du Nigeria ou d'autres pays. Mais il faut commencer d'abord par saisir au collet le ministère de la Santé qui devrait arrêter d'abord tous ces docteurs de la rue qui vendent le tramol à ciel ouvert. Le tramol est vendu à ciel ouvert à Douala. C'est-à-dire, vous voyez ces gars-là qu'on appelle les docteurs, vous allez vous demander le tramadol, on le leur donne. Mais pourquoi aller seulement le chercher dans les frontières alors qu'on le vend partout, au carrefour, à tous les points de rue? D'accord. Merci à vous. Merci également à tous nos téléspectateurs. Bon week-end. Je vous souhaite déjà de passer un week-end excellent. Surtout, revenez-nous la semaine prochaine très en forme. Allez, n'oubliez pas les rendez-vous du week-end sur Equinox Télévision. Droit de réponse, dimanche avec vous et bien d'autres rendez-vous également à noter dans votre calepin. Allez, retrouvons-nous lundi lorsqu'il sera 9h15. Bon week-end.
rapport qu'il y a entre la Chambre basse, l'Assemblée nationale et la Chambre haute, le Sénat, sur la longévité de leur président. Monsieur Kavaye Djibril, je crois, a déjà dépassé les 30 ans au perchoir de l'Assemblée nationale. Et pourquoi monsieur le président du Sénat, qui n'a fait que 5 ans, n'entamerait pas un autre mandat? Mais je crois que, comme le disait le doyen tout à l'heure, l'indicateur significatif de sa nomination prouve que le RDPC ne veut pas changer de musique et que certainement M. Gnadi Fini sera élu comme président du Sénat. Tout à l'heure, vous faisiez allusion d'un sénateur nommé UPC qu'on ne retrouvait pas. Je pense qu'il est encore un peu trop tôt de fouiller dans ces personnes qui ont été nommées, qui appartient à tel appareil ou alors qui appartient à tel autre, parce que vous savez que c'est un acte discrétionnaire des chefs de l'État et parfois il va puiser très loin, même parfois à contre-pied des formations politiques dont les membres sont nommés. Donc la presse va peut-être scruter liste par liste, nom par nom, ceux qui ont été nommés, et certainement les téléspectateurs sauront dans les prochains jours qui est qui dans ces personnes qui ont été nommées par les chefs de l'État. Alors, il y a ceux qui ont raté l'examen, on va le dire comme ça. Il y a bien entendu Info Matin qui revient sur le cas de Joseph Roland Mata, le sénateur de l'Est Cameroun, qui n'a pas été reconduit. Et donc, à la suite du scandale qui aujourd'hui on présente comme étant le scandale qui l'a chassé des affaires. Oui, mais il n'est pas le seul. Il y a aussi le fils de... il y a aussi le sénateur Baba Madou, qui n'a pas non plus été reconduit, mal, certainement à cause du fait que son fils, sur les réseaux sociaux, on avait vu les photos les vidéos de son fils en train de brasser des centaines de billets de 10 000 francs. Il y a aussi le cas du sénateur Mata aussi, que l'on avait vu nu. Bon, est-ce que cette opération avait été montée par des gens qui voulaient détruire son image et faire qu'on ne le nomme plus? Ça reste à savoir. Toujours est-il qu'il y a, comme vous le dites, certains qui ont été recalés. Il y en a d'autres aussi qui, contre toute attente, sont revenus, tels par exemple Chief Mokete, après sa sortie sur le fédéralisme dans la Jeune Afrique. Et toute la polémique qui s'en est suivie, il y en a beaucoup qui se disaient que cette fois-ci, le président de la République va tout simplement le regarder de travers. Malheureusement, il a remis en selle, et ce qui fait que il y a effectivement des sénateurs qu'on n'attendait plus, il y a des sénateurs qu'on n'attendait pas. Par exemple, Albert Mbida, voilà. Grand journaliste de la CRTV, enseignant en communication, on ne l'attendait pas, mais le voilà aujourd'hui qui se retrouve sénateur de sa région. Très bien. Alors, on peut faire le tour de quelques tabloïds ce matin et être parfum de l'actualité. Il y a également l'autre volet, le cas Jeune Afrique qui présentait Nidjon Fundi comme étant désormais sénateur et certainement le président du Sénat. Mais aujourd'hui, on observe que c'est carrément le contraire de ce qui a été dit. Et avec la sortie aussi du ministre du chef de cabinet. Moi, je pense que Jeune Afrique n'a fait que son travail, parce qu'en dehors de Jeune Afrique, bien évidemment, la presse locale avait été en possession de certaines informations selon lesquelles il y avait des tractations entre le SDF et le RDPC pour que M. Fundi soit effectivement nommé sénateur et pourquoi pas bénéficier d'un certain poste important dans le bureau du Sénat. Mais malheureusement, Jeune Afrique, comme les autres médias locaux, se sont fait démentir par l'acte de nomination du chef de l'État, mais ça ne veut pas dire qu'on était complètement hors de la plaque. Certainement, les tractations n'ont pas abouti et on a malheureusement eu ce résultat où le SDF, aucun sénateur SDF n'a été nommé, ce qui fait que, bien évidemment, il n'aura pas il sera impossible pour ce parti de former un groupe parlementaire. 7 sénateurs, ça ne suffit pas pour former un groupe parlementaire, donc c'est l'une des raisons à tirer de de ces nominations, mais je pense que la presse a fait son travail. On avait quelques bribes de ce qu'il y avait des tractations entre le RDPC et le SDF pour que M. Fundi entre dans le Sénat, mais malheureusement, certainement, ces tractations n'ont pas abouti et c'est ce qui a conduit certainement à ce que le SDF aujourd'hui se retrouve seulement avec 7 sénateurs. Alors, vous aurez à faire le tour donc dans la presse ce matin. Vous voulez revenir sur le sujet? Oui, moi je voulais vous dire que ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est cette situation qui se trouve entre les dénégations du SDF de n'avoir pas eu la moindre tractation ou la moindre proposition de la part du pouvoir, hein, et cet autre qui présentait John Fundi comme peut-être la personne qui serait éventuellement nommée par Paul Biya. Mais seulement, l'autre aussi, il y a la question des attentes. Parce que pendant que les gens étaient en train de spéculer et de supputer, il y a des gens aussi qui attendaient que le président Paul Biya nomme 3 sénateurs du SDF pour que le SDF
se retrouve avec un groupe parlementaire. Vous ne me direz pas que si jamais le président Biya avait nommé 3 députés du SDF, ce parti n'aurait pas été content. Il aurait certainement été content de se retrouver avec un groupe parlementaire, mais il n'aurait pas craché dans la soupe en disant que pourquoi est-ce que Paul Biya a nommé 3 sénateurs. Donc c'est une situation assez ambiguë. Donc aujourd'hui, que le SDF se retrouve avec 7 sénateurs, c'est son score. Mais seulement, certainement que le SDF attendait que Paul Biya nomme 3 autres sénateurs pour pouvoir obtenir un groupe parlementaire. Et parmi ces sénateurs-là, pas John Fundi. Et c'est la même presse qui faisait savoir que le SDF n'attend pas les nominations. Le SDF profite ou alors gagne ses batailles à travers les urnes. Et c'est ce que le SDF a pu avoir, enfin, ce qui a conduit à avoir donc 7 sénateurs, comme on a vu. Donc les nominations ne font pas partie des rêves, en tout cas du rêve donc, de ce parti politique, selon bien sûr quelques acteurs. Doit-on conclure que le SDF n'espérait pas que Paul Biya nomme 3 sénateurs? Pas vraiment, de toute façon. En tout cas, on va lire ça dans les journaux. La Nouvelle Expression, Info Matin et bien d'autres tabloïds. Alors, le quotidien de l'économie, Georges Sémé, que vous avez parcouru, parle bien sûr de Paul Biya, qui n'a ramené qu'un don de 33 milliards de francs CFA, un peu plus, de la Chine, contrairement à ce qu'on a présenté comme étant pratiquement les 400 milliards, et qui étaient donc, qui permettent aujourd'hui à ce pays de bénéficier de quelques avantages venant donc de la Chine. Bien, écoutez, moi je ne partage pas du tout cette une de nos confrères du quotidien de l'économie. À l'issue de la visite du président de la République en Chine, il y a effectivement eu au moins 5 contrats gagnants-gagnants qui ont été signés entre le Cameroun et la Chine. Il ne s'agit pas des dons. Peut-être nos confrères se sont un tout petit peu fourvoyés sur le sens politique. Je pense que le président de la République est venu avec des retombées concrètes qui concernent les secteurs infrastructurels et qui sont des aides directes de la Chine qui sont accordées au Cameroun. Il ne s'agit pas du tout des dons. Et moi, je pense que peut-être à moins que nos confrères ne soient rentrés dans le secret des contrats qui ont été signés entre le Cameroun et la Chine, cette information, pour moi, n'est pas une information correcte. Il y a eu des financements, des accords qui ont été signés entre les deux pays et ce sont des accords de financement direct. Il s'agit aucunement des dons dans le sens primaire du terme. Voilà, donc ça fait le tour. En tout cas, le journal dit avoir mené ses enquêtes au lendemain, bien sûr, de ce voyage qui a suscité qui suscite d'ailleurs beaucoup de remous aujourd'hui, comme quoi les réalités ne sont pas les mêmes. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de José, mais surtout que le titre même de ce journal, que le Cameroun n'a ramené qu'un don, c'est-à-dire que Bonjour à tous, c'est vendredi et c'est la dernière édition de la semaine de la revue des grandes unes. Déjà nos invités sur ce plateau vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. Mais avant, nous allons faire un tour dans les kiosques. Qu'est-ce que la presse nous propose ce matin? La Nouvelle Expression parle du Sénat. Niat à une marche seulement du perchoir, c'est le grand titre du journal, dont le président en exercice a été donc reconduit à son poste de sénateur ce jour. Donc dans le décret présidentiel, on prend les mêmes et on recommence avec notamment un saupoudrage donc qui n'apporte en réalité aucun changement selon le journal. Donc Sénat monocolore et monocorde. Donc avec tout cela, ces éléments, donc on peut comprendre de quoi il est véritablement question. Oublié, lésé et même frustré dans le même panier. Donc on parle également de ce casse-tête de Djongan à découvrir dans le même journal ce matin. Mensonge de Jeune Afrique avec la liste des sénateurs de 2013 donc en 2018. C'est dans le numéro de ce matin. Le journal parle également du ministère de la Justice avec le sort de présumés imposteurs attendu. Après 15 mois de procédure, le tribunal a donc mis l'affaire en délibéré le 25 mai. Ils sont donc 8 accusés de détournement de près de 572 millions de francs CFA au bénéfice donc des marchés fictifs. C'est en page 2 du journal La Nouvelle Expression, disponible dans les kiosques ce matin. Un autre journal disponible, c'est Info Matin, qui s'intéresse bien sûr au Sénat. Le scandale qui chasse Joseph Roland Mata. Pardon. Alors, les bijoux de famille de l'ancien sénateur de l'Est Cameroun furent exposés en 2017 donc sur les réseaux sociaux à Chiliachou et bien sûr Baba Amadou, également
remercié. Paul Biya récompense bien entendu à nouveau les partis alliés, y compris notamment l'UPC, qui fait donc son entrée parmi les 30 nommés. C'est ce qu'on dit également dans le journal Info Matin de ce matin, qui parle également du développement des compétences avec 27 milliards de francs CFA pour le secteur éducatif. C'est à lire en page 3 du journal Info Matin. Et puis un autre journal qui est disponible dans les kiosques, c'est l'Œil du Sahel, qui s'intéresse justement au sénatorial 2018 avec, dans la Namawa précisément, l'ODIL, RDPC, UNDP, dévoilé justement à travers la nomination d'un nouveau sénateur aussi dans le numéro de ce matin. Donc on peut lire tout ça et on parle également de politique avec la crise au MRC à l'extrême nord et ce sont des éléments à découvrir dans le journal. Protocole dans le cadre bien sûr de 50 kg de tramol saisi dans cette localité par la douane. C'est en page 2 de ce numéro. Voilà également détective qui est dans les kiosques parle du Globetrotter à Tangandi qui fait le tour de plusieurs régions du Cameroun à la recherche bien sûr de la paix. Il fait la semence, en tout cas ce que le journal nous propose. C'est une mission commandée justement qu'il est donc en train de mener. C'est ce qu'on découvre dans la plupart des tabloïds et depuis et qu'il a engagé ce périple. Voilà donc sur ce plateau, nos invités sont là. Il y a Georges Semé, bonjour. Bonjour à vous, M. Nogo. Bonjour à tous ceux qui nous regardent encore une fois de plus ce matin. Et mes hommages à tous ceux qui n'arrêtent pas de nous envoyer les encouragements et les sympathies. Merci d'être avec nous. Alors, sur ce plateau également, il y a Camille, bonjour. Bonjour Flavien Vallon-Dongo, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision et spécialement un grand bonjour à tous les sénateurs que le président de la République a nommés hier soir, particulièrement Sa Majesté Madiba Sonné, notre sénateur de Voré et l'autre sénateur de Voré, le secrétaire général de l'UNDP. C'est une formulation assez réductrice pour dire que le Cameroun devait ramener ou voulait ramener quelque chose de plus. Non, moi je pense que, comme l'a dit Georges Semé, comme le savent beaucoup d'analystes politiques, le président Biya a fait un déplacement en Chine qui aurait peut-être pu être beaucoup plus positif si effectivement il avait été accompagné des opérateurs économiques camerounais. Bon, mais quant à savoir ce qu'il a ramené exactement, moi je pense qu'il faudra attendre un peu pour qu'on soit fixé sur le détail. Alors, c'est dans le quotidien de l'économie, le journal parle également des déficits de formation qui plombent bien sûr l'essor de l'artisanat au Cameroun. Ça, c'était une rencontre à Yaoundé, un autre sujet que je vous invite à lire. Également, ce matin, Détective s'intéresse à un sujet parlant notamment du Globetrotter qui fait le tour des régions. Il y a à Tangandi, c'est le chargé des missions qui est en mission commandée, en tout cas selon le journal. Bien, M. Tangandi, depuis qu'il a été nommé, se fait voir partout en ce qui concerne non seulement ses fonctions du secrétaire général du Conseil national secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité, mais également dans ses nouvelles fonctions de ministre de l'administration du territoire. Moi, je pense que c'est à mettre à son actif parce que vous savez que c'est un personnage qui a été très très impliqué dans la crise anglophone et actuellement il veut imposer sa marque. C'est pour ça donc qu'il effectue tous azimuts ses missions dans les régions concernées, mais également dans les autres régions qui ne sont pas impliquées directement avec la crise anglophone. D'un autre côté, il prend également des mesures régalées dans ce qui concerne l'assainissement du secteur de la sécurité et l'administration territoriale dans notre pays. La dernière en date est celle de l'interdiction de la commercialisation des ventes d'armes qui s'est poursuivie par les inventaires des armureries et même la pose des scellés sur ces armureries. Et moi je pense que ce sont des actes extrêmement positifs qui auraient même pu être pris bien avant dans ses fonctions de secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité. Mais malheureusement la moutarde a tardé à prendre et c'est lorsqu'il a été nommé ministre de l'AT que finalement il prend ses mesures. On dit mieux vaut tard que jamais et il n'y a pas de risque zéro. Je pense que ces mesures qu'il prend et ce round-up de groupe qui fait contribuer à ce qu'on ramène la sérénité non seulement dans les régions anglophones mais également dans les régions où parfois les financements ou alors les idées jusqu'à ces régions anglophones, dont je parle de la région par exemple de l'ouest ou alors du littoral, qui est quand même une région centrale et qui a un impact majeur sur ce qui se déroule dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc son activisme est un activisme plaisant. Maintenant on attend les résultats parce qu'il va, contrairement à son discours qu'il avait avant, il va avec un discours d'apaisement. Il rencontre les chefs, il rencontre les autorités, il rencontre même les beskineurs avec un autre discours qui est en complet décalage avec son discours extrémiste qu'il avait à une certaine époque. Alors, je prends votre fin, il parle de la fin. En tout cas, on attend bien sûr ce que ça va produire parce qu'il est dans une mission de sémence.
Oui, mais moi je pense qu'au-delà de cela, le titre de détective, je ne l'aime pas beaucoup, Paul Atangandji en mission commandée. Cela veut dire qu'il n'a aucune responsabilité dans ce qu'il est en train de faire. Moi je pense que tous les ministres de la dernière cuvée sont en mission commandée. Il y en a qui sont là pour la paix, il y en a qui sont là pour les stades, il y en a qui sont là pour les routes, il y en a qui sont là pour le redécollage économique, c'est-à-dire que tous sont en mission commandée. Si M. Paul Atangandji est beaucoup plus visible que les autres, c'est parce qu'il se retrouve dans un secteur, c'est que son ministère est au centre des plus grandes préoccupations, le ministère de l'Intérieur. Moi, je pense qu'il est d'abord en train de faire ce qu'on appelle le tour du propriétaire. Il est en train de faire le tour des régions pour voir ce qui se passe à Flambon-Gaya. Je n'oublierai pas Mme Nicole Okala, sénateur du Mbam et Kim, que je n'avais pas vu. Oui. Ils sont nombreux, vous n'allez peut-être pas... Non, celle-là, je l'avais pas vu. Non, ils sont tous sénateurs. Vous n'allez pas cibler. Non, je ne sais pas. Certainement les jaloux, et je ne voudrais pas qu'on arrive à ce niveau-là. D'autres vont également réclamer les salutations. Donc on va laisser sur cette forme, leur dire merci, en tout cas peut-être à celui qui les a nommés. Alors, la presse également revient et propose d'ailleurs les listes de ces sénateurs-là, avec notamment la nouvelle expression qui parle de Nyat Ndifendi à une marche seulement du perchoir. Bien, je crois que la nomination de M. Nyat Ndifendi est un gros indicateur qui nous prouve que l'ancien président du Sénat sera certainement une fois de plus nommé comme président de la deuxième chambre de notre Parlement, parce que certainement il fait des grands yeux à l'endroit de son co-caméral, qui est le président de l'Assemblée nationale, qui a déjà passé près de 30 ans à la chambre passe de ce Parlement, et pourquoi pas lui ne ferait-il pas autant que lui. Donc je pense que c'était un gros indicateur que le président de la République a voulu lancer à l'endroit de la classe politique en nommant une fois de plus M. Nyat Ndifendi. Certainement, je pense que la semaine prochaine, il sera encore une fois de plus plébiscité comme président du Sénat. Alors, le journal Le Messager fait savoir que c'est vers la reconduction de Nyat au poste de président du Sénat. En tout cas, il y a une très grosse fête à Bananté hier soir. Les gens ont fêté, festoyé, chanté et bu à satiété. Bon, c'est vrai, il y a beaucoup de mauvaises langues qui supputaient sans arrêt qu'il est possible que M. Nyat ne soit même pas reconduit par Paul Biya comme sénateur nommé. Mais voilà le président Biya qui vient faire mentir tous ceux qui voyaient déjà Nyat pousser à la sortie. Il n'est pas à la sortie, il est reconduit comme sénateur. Et comme vous le dites, et comme le dit les journaux, c'est certainement un gros indicateur qu'il sera toujours président du Sénat. Mais ce n'est qu'un indicateur, parce qu'il peut très bien revenir comme sénateur et voir une autre personne nommée à la tête du Sénat. À la tête du Sénat. Donc c'est un indicateur, certes, mais et surtout, va-t-il terminer le mandat du quinquennat? Ça, c'est des grosses questions. Mais toujours est-il que sa nomination, son retour sur la liste des sénateurs nommés démontre que M. le Président de la République n'est pas encore disposé à se séparer de lui. Alors, donc, ils sont nombreux. Ils ont été nommés donc par le chef de l'État, 30 au total. Mais il y a le journal qui parle d'un sénateur UPC qu'on ne retrouve pas. Personne, tout le monde est en train de scruter ces listes-là avec une loupe, mais personne ne retrouve. Bon, peut-être qu'on en sera un peu plus long, mais ce ne sont que des langues qui l'affirment. Mais par contre, on sait que le deuxième sénateur de l'UNDP, par exemple, c'est M. Djafarou, membre du comité central de ce parti, qui a été nommé, et l'UNDP se retrouve avec non seulement 2 sénateurs, mais se retrouve comme la 3e force du Sénat, puisque le RDPC en a 60... enfin, on a parlé de 63 au départ, mais nommé, mais bien entendu, élu. La deuxième force, c'est le SDF, avec 7 sénateurs, et la 3e, c'est l'UNDP avec 2 membres. Les autres, c'est un sénateur. Voilà, donc c'est le tour en fait. On découvre tout cela dans la presse ce matin, avec notamment la nomination des 30 autres sénateurs par le chef de l'État. C'est dire qu'aujourd'hui, on attend désormais qu'il y ait la nomination du président du Sénat. Écoutez, il sera certainement élu, mais je crois que les consignes viendront toujours du président national du RDPC, qui est M. Biya. Je parlais justement de l'élection. Voilà, du président du Sénat. Tout à l'heure, je faisais